Bonjour maître. Bonjour. Est-ce que pour la suite de cette interview, on peut se tutoyer et s'appeler par nos prénoms pour simplifier la chose, comme dans l'interview précédente? Aucun problème. Le divorce, c'est un moment qui est très compliqué dans la vie d'une personne. Souvent, on est déstabilisé. On perd bien évidemment son mari, sa femme. On peut aussi perdre ses amis. On a peur de perdre peut-être aussi son argent, encore plus grave, ses enfants, sa maison. Est-ce que tu dirais que le monde a évolué là-dedans dernièrement, en termes de divorce? Pour toi qui es avocat aux affaires familiales. Oui, quand même, parce que des divorces, déjà, il y en a beaucoup plus qu'avant, qu'il y a 20, 30, 40 ans. C'est presque quelque chose qui est rentré dans les mœurs de se dire qu'on va avoir peut-être 2, voire 3 vies familiales. Hmm. Donc, avec des changements de cercle d'amis, avec peut-être des changements de région, peut-être, en tout cas, tout un tas de changements qui vont accompagner ce gros changement de vie, ce gros bouleversement que représente le divorce. Aujourd'hui, j'aimerais te poser des questions qu'on me pose beaucoup, que ce soit dans mes amis ou dans mes clients, et il y a des flous. C'est-à-dire que sur certains points, tout le monde ne pense pas pareil. On va parler notamment de preuves, de tromperie, de qu'est-ce qui est légal ou pas, des preuves qu'on peut apporter, des changements éventuellement sur le déroulement de l'audience, quand on a la preuve, par exemple, que son mari ou que sa femme nous trompe depuis longtemps, de preuves directes, de preuves indirectes, peut-être même de trackers, d'AirPods, d'AirTags qu'on puisse mettre dans la voiture ou autre. Et j'aimerais aussi qu'on parle des cas les plus compliqués qui sont ceux des pervers narcissiques, qui sont des gens qui sont souvent très bien préparés face à ça. Et j'aimerais qu'on revoie tout ce cadre, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, qu'on prenne un peu le temps de regarder chacun des points. Peut-être que certains points vous correspondront peut-être un petit peu moins, probablement que d'autres vous intéresseront, mais j'aimerais qu'on revoie l'intégralité pour faire un point précis sur ce qui existe cette année, sur ce qu'on peut demander à son avocat, peut-être aussi comment faire pour trouver un bon avocat par la suite, et comment faire pour s'en sortir dans cette jungle où en plus, émotionnellement, on est écrasé mentalement et psychologiquement. Oui, allons-y. Allons-y, parti. Tu m'as dit qu'il y avait de plus en plus de cas où il y avait des espionnages à la maison, comme avec des trackers ou des AirTags. Oui. Alors ça, effectivement, c'est la nouvelle vie numérique qui s'est invitée dans les dossiers de divorce et dans les dossiers de droit à la preuve. C'est ça, c'est qu'en fait, on peut trouver aujourd'hui facilement et partout de quoi espionner son conjoint. Donc, espionner au sens large. Par exemple, placer un AirTag, donc c'est un petit mécanisme qu'on va mettre notamment sur un véhicule pour suivre le véhicule de son compagnon ou de sa compagne. Avoir des dispositifs type micro, type mini-caméra. Ça fait très film d'espionnage. Mais en fait, aujourd'hui, avec 3 clics sur Internet, et 10 €, tu peux savoir exactement la vie de ton mari. Là où dans le temps, tu passais par un détective privé, aujourd'hui, tu payes 10 € sur Amazon. Et tu as déjà effectivement du matériel qui va te permettre... Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ? Oui. Alors, fréquent. En tout cas, dans les dossiers que je traite, on en voit régulièrement. Je ne dis pas que tous les dossiers sont concernés, mais ne serait-ce déjà que certains comportements liés à la surveillance du téléphone de ton conjoint ou de ta compagne, c'est déjà de l'espionnage. Quand on veut savoir si quelqu'un nous trompe, on comprend bien qu'il y a la partie psychologique. Bien évidemment, chacun veut savoir s'il est exclusif ou pas, ou s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi des enjeux pour le divorce. Et il y a cette croyance où on ne sait plus exactement le vrai du faux. Est-ce que le divorce pour faute existe toujours ? Et si oui, qu'est-ce que ça change par la suite au niveau du jugement ? Donc effectivement, c'est une croyance qu'on entend souvent, que j'ai entendu maintes et maintes fois au cabinet. Le divorce pour faute existe toujours et le divorce pour faute en raison de l'adultère existe toujours. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Qu'est-ce que ça change ? Ça change en fonction de la faute et en fonction du préjudice pour la victime, des dommages et intérêts pour celle-ci. Mais également un questionnement qui va se poser sur la prestation compensatoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait dû bénéficier d'une prestation compensatoire, mais qui a commis une faute d'une telle importance ou d'une telle gravité, peut en être privé. Attends, rentre voir dans le détail. Je pense, parce que je suis confus. Il y a une situation que je vois très bien. C'est par exemple, admettons... on dit toujours madame ou monsieur. Bon, je ne sais pas si on doit repartir sur ça, mais madame reste à la maison pour élever les enfants. Elle met sa carrière de côté pendant 5 ans et elle se rend compte à la fin qu'il veut divorcer et qu'en plus, il avait une maîtresse. Donc là, j'imagine que la juge ne verra pas ça d'un très bon œil. Non seulement elle a mis de carrière à côté, elle a mis sa carrière de côté. En plus,
elle se retrouve sans rien à la fin et le mec a été voir ailleurs. Donc là, je vois bien le truc. Et toi, ce que tu dis, c'est que dans le cas de la prestation compensatoire, ça peut aussi changer les choses, c'est ça ? On va prendre le cas, je vais reprendre ton exemple, même si effectivement on a compris que ça valait pour l'un pour l'autre. Une femme qui est restée à la maison pendant des années. Alors 5 ans, c'est un peu juste, mais admettons une durée de mariage, parfois toute une vie, 15 ans, carrière mise de côté, etc., etc. Bon, techniquement, s'il y a une disparité de revenus, je ne vais pas reprendre tous les critères de la prestation compensatoire, mais partons du principe qu'elle ait droit à cette prestation compensatoire d'un point de vue financier. Si dans le cas du divorce, monsieur a initié un divorce pour faute, parce qu'en fait il s'est rendu compte que pendant ces 15 ans où madame était à la maison, elle avait une double vie, elle était avec un autre homme, etc., etc., cette prestation compensatoire qu'elle devait avoir, elle pourra en être privée. Peut en être C'est dans privée, ce sens-là. d'accord. Voilà, exactement. C'est pas des cas qu'on voit non plus toutes les semaines, hein, mais c'est une réalité juridique. Au-delà de ça, si jamais... donc en gros, on est investi dans le mariage et qu'on découvre que l'autre nous trompe, donc ça peut changer, bel et bien, des choses notamment financières sur la partie prestation compensatoire. Alors, ça peut, c'est pas le cas systématiquement, ça dépend aussi de la gravité, ça dépend de tout un tas d'éléments de contexte, chaque dossier est différent, mais ça peut, et ça arrive. Je comprends. Plus fréquemment qu'on ne le croit. La notion d'amant, maîtresse, pour moi, elle est floue. Et je vais dire pourquoi. On est ensemble depuis 10 ans, on est en couple, et il s'avère que depuis les 2-3 dernières années, il n'y a plus de relation intime, on fait un peu semblant pour les enfants d'être à la maison, d'être le couple idéal, et au bout d'un moment, forcément, l'un des deux ira voir ailleurs. Ce qui est la nature humaine, sans juger en bien ou en mal, la nature humaine est comme ça, au bout d'un moment, tu es juste là pour les gamins, tu pars voir ailleurs. Est-ce que tous les divorces pour faute sont équivalents, ou est-ce que dans certains cas, je pense même à des fois où des couples se séparent physiquement, même chacun dans leurs appartements, ils ont toujours les enfants et ils refont leur vie. Et là, l'un des deux va dire « Oui, mais regardez, je l'ai fait suivre par un détective, elle me trompe, donc je ne lui dois rien. » Alors, il y a ce que dit la loi et la manière dont on l'applique, en fait. C'est-à-dire que, techniquement parlant, tant que tu es marié, le devoir de fidélité, il existe. Peu importe les raisons pour lesquelles tu as commis l'infidélité. Ça, c'est vraiment la loi pure et simple. Maintenant, il y a le cas de figure, il y a comment on va en parler devant le juge, il y a comment on va présenter les choses. On évolue, l'époque évolue aussi. C'est pour ça que je dis que chaque dossier est différent. C'est que, en réalité, le cas de figure que tu présentes va être entendu au niveau du magistrat différemment qu'un cas de tromperie dans un contexte où on pourrait considérer qu'il n'y a pas de raison. Maintenant, après, le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a vraiment une raison pour tromper ? Voilà, on ne va pas polémiquer dessus, mais ça aussi, ça peut être difficilement entendable. Un avocat te dira quoi si jamais tu viens en lui disant « Voilà, je veux faire un divorce pour tort exclusif. C'est exclusivement de la faute de mon mari ou de ma femme si ça se passe mal. » Est-ce que ça vaut le coup ou pas tant que ça ? Tout dépend la raison. C'est-à-dire que moi, la première question, ça va être expliquez-moi de quelle faute parle-t-on, quelle durée, est-ce qu'il y a eu des répercussions ? Faut savoir quand même qu'en matière de divorce, dans nos cabinets, on peut être confronté à des gens qui ont vécu parfois des choses difficiles, mais qui finalement le prennent pas si mal que ça, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont déjà rebondi. Et puis, il y a des gens pour qui c'est tout un monde qui s'effondre, c'est des difficultés financières, c'est des difficultés affectives, c'est une dépression, c'est avoir été mis plus bas que terre pendant des années. Chaque cas est bien particulier. Chaque cas est très, très différent. Et on n'est pas égaux face à la manière de vivre une situation bien aussi. Sûr. Et ça, il faut le comprendre. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Avant qu'on parte sur les relations toxiques, violentes et éventuellement perverses, narcissiques, j'aimerais comprendre ce qu'on a le droit d'amener face à un tribunal ou ce qu'on n'a pas le droit d'amener. Par exemple, ma compagne a son écran d'ordinateur allumé qui ne s'est pas mis en veille et je tombe sur une discussion où elle parle mal de moi, où elle va expliquer son plan pour me quitter, où elle aura un amant. Est-ce qu'il y a une preuve trouvée par hasard ? Je pense à un GPS de voiture qui est extrêmement traître. Je pense à une tablette iPad qui a créé, je crois, en 2020... 10 ou 20% des divorces venaient des tablettes iPad sur lesquelles tu avais toute la messagerie qui s'affichait, etc. Là, je parle de preuves au hasard. Est-ce que ces preuves au hasard, on peut les présenter ou pas ? Ça dépend. Ça dépend. Je suis désolée. Mais alors, techniquement, en tout cas, sur ce que tu viens de citer, la réponse claire, elle est plutôt non. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Même si je me suis par hasard. Alors,
par hasard. Le hasard, tu sais, c'est une notion à définir aussi. Hein. En fait, à partir du moment où on va sur le terrain des communications privées, j'ai vu la messagerie, j'ai vu le compte réseaux sociaux, etc. Ou un compte bancaire. C'est encore autre chose, mais on touche ce qu'on appelle à la vie privée, évidemment, mais aussi au secret des correspondances. Et ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi sur le téléphone ou l'ordinateur de son compagnon ou de sa compagne. Maintenant, tout dépend aussi le contexte. C'est-à-dire que la preuve n'est pas recevable si elle a été obtenue de manière illicite. Par exemple, avec violence, avec ruse. Ou un compte Instagram piraté, c'est ça Voilà. Là, clairement, on est dans un contexte de fraude. En revanche, on tombe dessus, c'est l'ordinateur familial, c'est-à-dire que moi, c'est normal que je tombe dessus parce que je suis censée m'en servir. C'est déjà différent de c'est l'ordinateur professionnel de mon mari ou de ma femme et je ne suis pas censée aller dessus. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Dans certains cas, on va pouvoir s'en servir, mais quand même, dans la majorité des cas, c'est compliqué. Le cas le plus classique que je vois, c'est je prends le téléphone de mon copain, je déverrouille parce que je connais son code. Je vois les discussions avec sa ou ses maîtresses, je fais la capture d'écran, je l'envoie sur mon téléphone et j'efface la capture d'écran et je supprime la corbeille pour pas qu'il le sache. Et à la fin, j'ai la preuve que je pourrais montrer à la justice. Voici, madame la juge, ce qu'il raconte à ses maîtresses. Il parle de telle position dans la vie intime, etc. C'est très délicat. Ça, c'est difficile à présenter. C'est difficile parce qu'en fait, encore une fois, c'est le secret des correspondances, c'est la vie privée. Mais d'un autre côté, il y a eu, et c'est peut-être important pour bien expliquer, il y a moins de 3 ans, un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, c'était un cas qui concernait un salarié en entreprise. Mais enfin, on est dans le domaine civil et ça prouve que le droit évolue. Et cet arrêt nous a dit quoi ? Il est venu nous expliquer qu'un salarié qui enregistre une communication avec son employeur à son insu, ce qui était jusqu'à présent parfaitement irrecevable comme preuve, pouvait être produit en justice. Ah bon ? Si et seulement si, c'est pour ça qu'il y a quand même une variable, c'était le seul moyen de prouver ce qu'il demandait en justice. Okay. Et ça a été reconnu, c'est un arrêt de décembre 2023, donc c'est très récent. C'était dans le contexte du droit du travail, donc c'était la chambre sociale de la Cour de cassation, mais enfin, peu importe. Ça veut donc dire que les magistrats commencent à intégrer aussi le fait qu'une preuve qui est obtenue de manière illicite, mais si c'est le seul moyen de prouver, si prendre cette capture d'écran de ce SMS était le seul moyen de prouver l'infidélité, et ben peut-être qu'on va aller vers une évolution. Mais tu vois, c'est très sensible quand même, parce que est-ce que c'était ou pas le seul moyen ? Comment je l'ai obtenu ? De quelle manière ? Oui. Voilà. J'ai tellement de questions. Donc, admettons, je divorce et j'ai cette capture. Je vais aller sur Google Maps, trouver les différents avocats dans ma ville, autour de chez moi, dans mon quartier, et je vais leur montrer cet SMS. Et peut-être que 2 d'entre eux me diront « Monsieur Pétavin, ça, c'est pas recevable, ils connaissent pas cette histoire, etc. » Et je vais peut-être trouver un 3e avocat qui a peut-être besoin de manger, j'en sais rien, qui va me dire « Oui, moi, vous inquiétez pas, je le produis. » Est-ce que je dois trouver l'avocat qui va dans mon sens, même quitte à ce qu'il m'envoie au casse-pipe ? Comment on fait la part des choses à ce moment-là ? Dans une période en plus où on est complètement perdu dans sa tête à pouvoir déterminer de là où on est, ce qu'on fait, etc. L'avocat, on ne choisit pas l'avocat qui nous fait plaisir, on choisit l'avocat dans lequel on a confiance. Ça, déjà, c'est un premier point et c'est important. Quand on dit à un client sur ça, on n'y va pas parce que ça n'aboutira pas ou c'est dangereux, il faut le prendre en considération. Sauf à être intimement convaincu qu'on n'est pas infaillible, on est aussi des êtres humains, à être convaincu qu'on préfère être défendu par quelqu'un d'autre. Mais enfin, il faut faire aussi attention à ça. Donc, pour moi, le critère principal, c'est déjà, est-ce que je me sens bien avec cet avocat ? Est-ce que j'ai confiance ? Dans les cas de divorce, est-ce que c'est quelqu'un quand même qui a mon écoute suffisamment comme je veux ? Ou au contraire, quelqu'un qui n'est pas trop bavard et qui va être très technique ? Enfin, il y a 1001 avocats sur 1001 questions, donc il faut aller vers là où on se sent bien, en fait. Là où on se sent rassuré. Là où on se sent rassuré. Admettons, je crée un faux profil sur Tinder. Je vais draguer mon propre mari. Il répond. Je fais la capture d'écran et je dis que c'est une amie qui m'a transmis ça, etc. Est-ce que c'est plus recevable ? Est-ce que je suis vicieux dans mes questions ? Je dis ça, mais après, on va dire que c'est moi qui y pense. En réalité, c'est des choses qu'on m'a transmis dans mes accompagnements. C'est une réalité. Moi, j'ai des dossiers comme ça, effectivement. C'est pas une amie, en fait. C'est vraiment cette femme qui a créé le faux profil. Alors,
ou même la rencontre après, en fait, Mhm. et le mari ou la femme est piégé au moment de la rencontre. Attention, quand on est sur un site de rencontre, déjà, on s'expose publiquement, c'est-à-dire que les profils apparaissent, Mhm. n'importe qui peut tomber dessus. Donc ça, c'est public. Donc, on est quand même... Alors, en tout cas, c'est accessible à tout le monde. Mhm. Encore faut-il s'inscrire, etc. Mais le directeur de l'école de votre enfant peut tomber sur le Bien profil, sûr. la boulangère, votre ami, votre collègue de bureau, etc. Ce qui crée en plus un préjudice d'autant plus important. Parce que là, on a atteint encore un Bien niveau de sûr. tromperie différent. Mais donc, techniquement parlant, oui, on s'approche quand même de quelque chose qui est recevable. Mhm. Donc, on comprend bien que trouver une preuve, ou même par hasard, ça peut être reconnu si on n'a rien d'autre, mais ça peut être compliqué, aussi selon la situation et l'avocat. Mais ça reste un début de preuve. Il y a un avocat qui me disait récemment, chaque preuve est un début de preuve. Même une mauvaise preuve est un début de preuve de quelque chose. Après ça, on peut être tenté, si on entend ça, de se dire, allez, quelle sera la suite? La suite, c'est que je peux, par exemple, passer par un détective privé. Je peux aussi jouer moi-même le détective privé en herbe, prendre mon téléphone et aller faire la photo de lorsqu'il est avec sa maîtresse, etc. Est-ce que c'est plus recevable? Est-ce qu'un détective privé a plus de poids là-dedans? Alors, le détective privé, il va faire, a priori, son travail dans un cadre qui va être déjà plus défini. Il est censé savoir quand même ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut pas faire. Vouloir jouer soi-même les détectives, souvent, on ne connaît pas nécessairement la limite et donc on va aller vers une preuve qui aura tendance à être illicite. La question du détective privé, elle se pose et je pense qu'il faut en discuter avec son avocat dans le cadre de son divorce. De toute façon, l'avocat est obligatoire dans le divorce. Donc, Oui. partant de là, c'est des échanges qui peuvent se poser. J'ai vu des photos où tu as le mari trompeur dans la voiture qui est blanc livide. Il y a sa maîtresse, grand sourire à côté avec le grand décolleté, sa robe rouge, et la femme qui était devant la voiture en train de faire la photo, et qui s'en est servi par la suite. Bon, après, attention, s'ils sont dans une voiture dans la rue, que la photo elle a été prise depuis la voirie, que c'est accessible à tous, etc., on n'est déjà pas dans le même cas de figure. C'est-à-dire que la photo, elle a déjà beaucoup plus de chances d'aboutir en justice que si on s'est caché dans la baignoire d'un hôtel, C'est dans sûr. la chambre dans laquelle on sait qu'il va y C'est avoir une sûr. rencontre. Voilà, la nuance, elle est là quand même. C'est très, très intéressant. On peut aussi avoir des tromperies qui ne sont pas physiques, qui peuvent être intellectuelles. Par exemple, mon mari a une liaison, une romance de lettres qu'il envoie régulièrement à une femme ou à sa stagiaire ou à, je sais pas, une collègue depuis des années. La limite de la tromperie, elle est où? Déjà, c'est une question morale de chacun, mais la morale, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on s'en fiche parce que c'est la justice qui va décider. Alors, à partir du moment où on entretient une relation, même épistolaire. par le biais de messages, etc., que c'est quelque chose de suivi, avec beaucoup de tendresse. C'est-à-dire, en fait, il faut dépasser le cadre amical. On a le droit d'avoir des amis. Faut dépasser le cadre amical. On est dans le cadre d'une tromperie. Il n'y a pas besoin d'avoir un échange physique pour constituer une tromperie. Déjà, le fait de s'inscrire dans une relation avec beaucoup d'échanges, beaucoup de tendresse, peut-être des cadeaux, peut-être des attentions, tout ça sur la durée, on est déjà dans quelque chose qui n'est pas fidèle au regard du mariage. Oui, très, très bien. Et c'est peut-être aussi l'histoire qu'on va monter. Tu dis, depuis le début, quelque chose qui m'arrange pas. Tu dis, ça dépend des cas de figure. Mais en fait, chaque histoire est unique et ça va aussi venir dépendre de l'histoire qu'on raconte, de ce que cette personne a vécu face à la justice. Oui, et puis il y a aussi d'autres... Je m'investis depuis des années en tant Voilà. que femme dans mon couple. Je découvre que mon mari, depuis 2 ans, s'intéresse moins à moi et qu'il a une relation épistolaire avec une collègue de bureau. On n'a plus de relation intime. Bah, c'est déjà le début d'une histoire, en fait. Oui, et puis ça suffit pour faire du mal, déjà aussi. C'est vrai, même Donc, psychologiquement. Bien sûr. Parfois même, moi j'ai même des clientes qui m'ont dit parfois, vous savez, j'ai découvert la tromperie de mon mari, il était tendre avec d'autres femmes, il faisait des cadeaux, moi il l'a jamais fait. Et j'ai souvent entendu cette phrase, j'aurais préféré finalement qu'il ait une relation simplement physique. Oui, je comprends. J'entends beaucoup de clients, de gens dans mon entourage même, qui me disent que le JAF, et ce n'est pas mes pensées, Madame la juge, je dis ce qu'on me remonte. On me dit que le JAF a souvent des décisions qui sont aléatoires. Alors, peut-être que c'est aussi mon biais parce que je suis coach et qu'on m'appelle que quand il y a un problème,
Mais l'impression que ça me donne depuis 2-3 ans, qu'on me remonte en tout cas, c'est des gens qui sont en colère, qui ont l'impression que selon la salle de tribunal où on va passer au JAF, la décision sera complètement aléatoire, un peu comme lancer une pièce et on a pile ou face à la fin, avec l'avocate qui dit à la fin, désolé, en effet, je ne comprends pas la décision de la juge. C'est quelque chose que j'entends gronder énormément depuis quelques années, même à un point, et encore une fois, mon point de vue peut être biaisé de par ma position, parce qu'on m'appelle pas quand ça va bien en général. Et les gens me disent, on préfère finalement ne même plus passer devant le JAF, trouver même un mauvais arrangement à l'amiable ensemble, plutôt que de passer devant la justice. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vrai? J'imagine que par ta position, tu ne peux pas non plus tellement t'engager là-dessus. Je sais qu'il y a des manifestations qui sont prévues dans la capitale et dans d'autres villes dans les mois qui viennent. Je sais qu'il y a pas mal de livres qui vont sortir là-dessus. Est-ce qu'on a un vrai problème interne, structurel, qui devient endémique à tout ce système? Est-ce que c'est une justice qui est débordée? Est-ce que ce sont des juges qui voient trop de cas de figure? Est-ce qu'il y a un vrai problème derrière ça? Et surtout, avant de me répondre, est-ce que tu peux répondre à ça? Ou est-ce que c'est embêtant comme question? Alors non seulement je vais y répondre, mais en plus je vais déjà rebondir sur ce que tu dis. La parole de l'avocat, elle est libre. Et il est hors de question que ce soit moi dans cette interview ou n'importe lequel de mes confrères, ou n'importe lequel de mes confrères qu'on vienne nous dire vous pouvez pas tenir telle ou telle position. En fait, sinon notre métier n'a plus lieu d'être. Donc oui, je vais te répondre et je vais te répondre très franchement. Aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème au niveau des délais. Il y a un problème au niveau de la prise en charge des dossiers. Et effectivement, il y a un aléa. Alors, chaque dossier est différent. Donc, on comprend bien qu'un dossier de divorce avec tromperie n'est pas le même qu'un autre. Donc, nécessairement, les gens, parfois, n'ont pas forcément ce recul. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va comparer avec le dossier de divorce du copain ou de la copine, qui n'est pas le même, en fait. Et c'est ça qui rend la chose compliquée. C'est même de savoir si on étudiait 100 ou 1000 cas, comme ils sont chacun différents, est-ce qu'on peut vraiment comparer l'incomparable? C'est difficile Est-ce qu'il y a un vrai comparer. problème de fond dans la justice française? Ou est-ce que c'est juste des cas qui sont incomparables et finalement, un autre juge aurait mis la même chose dessus aussi? Alors, ça dépend. Ça dépend, mais c'est surtout que même si le dossier est différent, il y a quand même un nœud, il y a quand même un fond de problème, c'est que aujourd'hui les délais sont très longs. Les magistrats sont aussi dépassés par la charge de travail qu'il y a, les greffiers sont aussi dépassés par la charge de travail à absorber, et donc forcément ça crée des complications, parce que le justiciable aujourd'hui il va attendre 2, 3, 4 ans pour divorcer. Wow. Si le dossier va en appel, d'autant plus. Les magistrats ont des dossiers à rallonge à n'en plus finir. Donc, c'est la faute de personne. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que oui, tout est très long. Que parfois, on plaide des dossiers dans lesquels les situations des personnes sont plus du tout les mêmes que quand on a instruit l'action. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors nous, on essaye de se mobiliser quand même en tant qu'avocat. On surveille évidemment de très près. Mais pourquoi il y a ces mouvements qui grondent? Pourquoi est-ce qu'autant de clients... Encore une fois, chaque cas est différent, mais pourquoi il y a autant de monde qui me disent j'ai l'impression qu'en fonction de l'humeur de la personne qu'on a en face de nous, le diagnostic à la fin, la sanction, le jugement sera complètement différent. Parfois, est-ce que c'est une réalité ou pas? Oui. Mais moi, parfois, j'ai la même impression. Hein. Quand je regarde, je dépose une demande devant le juge aux affaires familiales. Je vais avoir le cabinet dans lequel ce dossier va aller avec le nom du magistrat. Déjà, en fonction du cabinet, en fonction du nom du magistrat, je sais comment le dossier peut être traité, va être traité, et je me dis... Ou alors je me dis... Atroce. C'est atroce. Tu vois, et c'est une réalité, donc on va pas être langue de bois, on va se le dire, et ça vaut d'ailleurs pour d'autres juridictions, et ça vaut pour voilà. Mais parce qu'on est tous humains aussi, qu'on ne traite pas les choses de la même manière, et de dire que c'est pas une réalité, c'est faux. Est-ce qu'il y a, je pense, on a eu pas mal de soucis il y a un peu plus de 10 ans de ça, dans le Conseil de l'Ordre des médecins. Je n'ai rien à voir avec tout ça, je vous remonte la presse. Encore une fois, je n'ai pas d'avis là-dedans, Madame la juge. Pour les médecins, ils ont dit que l'Ordre des médecins avait tendance, et c'est peut-être plus le cas aujourd'hui au passage, à soutenir un médecin même défaillant. C'était il y a 10-15 ans, j'imagine que ça a changé depuis. Ça veut dire qu'un médecin qui donnait un faux diagnostic était un peu soutenu malgré tout, parce que c'était la profession, etc., par l'Ordre des médecins. Est-ce qu'aujourd'hui, si jamais on a une mauvaise décision à un premier jugement et qu'on veut faire appel, est-ce qu'on a des chances que le deuxième juge
viennent dire, comme mon collègue a mis ça à l'époque, je vais un peu me rallier à ce qui a été fait à l'époque et je ne changerai pas tellement la décision. Ou est-ce qu'en appel, on peut complètement changer une décision? Je pense que tous les avocats te diront que ça leur est arrivé de gagner un dossier en première instance et de le perdre en appel et inversement. Donc ça Ok. démontre quand même que Il n'y a pas l'appel a tant du de... sens. Sur une situation déconnante, il n'y a pas tant de... J'imagine que ça doit arriver parce que, comme partout parfois, je sais pas, il peut y avoir des situations où ça se produit, mais la réalité quand même, c'est que on a aussi des dossiers qui ont une orientation très différente. Mais c'est encore plus difficile à expliquer aux clients de pourquoi vous avez perdu sur toute la ligne en première instance pourquoi et vous gagnez tout- l'inverse vous gagnez tout en à la appel suite. ou inversement. Mais bon, c'est comme ça, on rejuge le dossier et on juge un dossier aussi. Enfin, ce sont des êtres humains qui jugent le dossier, donc avec peut-être aussi des appréciations différentes. J'ai entendu un jour, si vous voulez faire appel, il faut compter entre 2 et 3 ans. C'est plus simple de ne pas faire appel et de relancer le dossier dans 1 an ou lorsque ce sera le bon moment. Est-ce que c'est vrai? Alors tout, Est-ce que le système est mal goupillé à ce point-là? Alors, tout dépend de quoi on parle exactement, mais il y a des délais déjà pour faire appel, donc on peut pas attendre, on peut pas différer un appel, ça c'est sûr. Mais en revanche, les délais d'appel sont très longs. Oui, oui, Parce que 2-3 ans sans 2-3 problème. ans, Oui, c'est voire énorme. même un peu plus. Je pense à certaines personnes, certains clients qui ont eu des décisions. Alors, encore une fois, j'ai pas le nez dans leur dossier, mais qui de loin semblent à des décisions que je trouve très dures, où les enfants sont enlevés, où ils peuvent quasiment plus voir, et où tu as parfois l'impression qu'une décision de justice peut venir bousiller une famille. Encore une fois, c'est pas une généralité, c'est des cas qui sont très isolés dans des villes où je n'habite pas. Déjà, est-ce que tu as déjà vu des décisions, des décisions que tu n'as pas jugées, comment est-ce qu'on pourrait le tourner pour ne pas avoir de problème? Des décisions que tu n'as pas trouvées optimales de la part d'un juge et qui sont venus faire l'inverse de ce que ça devrait faire. Tu penses que le JAF, le juge des affaires familiales, devrait aider à ce que les enfants soient heureux, et des décisions qui viennent justement péter le noyau familial? Ouais, ça arrive. Et ça arrive et c'est très difficile à expliquer aux clients et c'est très difficile à comprendre humainement. C'est-à-dire que, faut pas croire, hein, tu sais, quand tu es avocat, quand tu quittes ton bureau le soir, tu laisses pas tes questionnements et tes dossiers dans ton bureau. Ils t'accompagnent, C'est ce tu qu'on penses tout pense. le On temps, en pense que fait, hein. l'avocat, quand il a fini, il Non, passe à autre chose. non. Enfin, en tout cas, moi, je j'arrive pas à faire ça. Il y a des décisions qui nous hantent. Il y a des décisions qui nous hantent, surtout quand on travaille avec les enfants. Moi, je sais que je suis avocat de l'enfant, donc je travaille aussi directement avec des mineurs. Il y a des décisions qu'on comprend pas. Il y a parfois des urgences qui sont pas entendues. Alors certainement aussi parce que il y a pas la place et qu'il n'y a pas le temps. Mais oui, c'est une réalité. Et parfois, il y a des dossiers, parce qu'il faut le dire aussi, on ne peut pas dire toujours quand ça ne va pas, mais parfois, il y a des dossiers qui sont aussi très, très bien traités, Oui. qui sont traités avec beaucoup d'urgence et parfois beaucoup de courage. Moi, je pense à une décision devant le juge aux affaires familiales d'une juge qui a pris la décision de changer le placement d'un enfant, enfin le placement. Il était, il vivait chez son père et elle a décidé que pendant un temps, il allait vivre chez sa mère pour reconstruire un lien qui avait en fait été détruit préalablement. Et ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, ça va très bien, quoi. Oui, je veux pas qu'on stigmatise une Tout profession. à fait. Je pense que c'est un peu comme dans chaque profession. Tu peux penser à un garagiste, à n'importe qui, à un docteur ou autre. Il y a des gens extrêmement bons dans chaque domaine. Il y a aussi une poignée de gens qui sont moins bons, même dans la partie de la justice au passage. Et puis Ce qui être, est humain. et puis être magistrat, c'est prendre des décisions et c'est très très difficile. Moi, souvent, je me fais cette réflexion de me dire, j'aurais pas pu être juge. Je n'aurais pas pu prendre des décisions, prendre la responsabilité d'une décision. C'est très difficile. Donc ça, il faut aussi quand même savoir le dire. Comment est-ce qu'une personne, pour toi, qui traite ça du matin au soir, on va juste parler du pire aujourd'hui, parce que si on était là pour le meilleur, ça serait moins drôle, mais une femme reçoit une décision qui vient bousiller sa famille, qui est abominable, elle tente de faire appel, il y a 2-3 ans d'attente. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Alors, tout dépend de quoi on parle. Mentalement, je sais pas, voir très peu ses enfants, par exemple, ne pas avoir un soutien financier alors qu'on a tout donné à son mari pendant longtemps. Alors, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là face à une décision qui est déjà dans la rédaction, qui est très dure? Vous êtes condamné à payer une pension alimentaire. C'est pas
le pension alimentaire qui est une chose géniale, c'est-à-dire on doit, il faut, enfin c'est chouette. Mais la terminologie, c'est vous êtes condamné à payer. Déjà, Alors, une c'est pas terminologie un peu exactement dure. ça. C'est rajouter ensuite le condamne autant que de besoin. Ok. Voilà, c'est pas généralement rédigé comme ça. Mais en tout cas, moi, je pense que la clé, du coup, quand on a cette décision, donc on est après là, le procès, Mmh. une décision qui convient pas, une difficulté quelle qu'elle soit, c'est s'entourer aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des assistantes sociales qui peuvent aider, qui font un travail d'ailleurs extraordinaire pour aider parfois des mamans célibataires, des foyers, à pouvoir relever la tête de l'eau ou en tout cas avoir un suivi. Il ne faut pas hésiter à aller voir un psychologue. Il y a un dispositif quand même étatique qui s'appelle Mon soutien psy. C'est des Oui. psychologues qui acceptent dans la France de pouvoir prendre en charge des dossiers. Il y a 12 séances qui sont intégralement remboursées. Bah, c'est toujours ça, parce que souvent aussi, l'accès à ces professionnels a un coût. Ok. Là, voilà, il faut savoir que c'est un dispositif qui existe, dans lequel il y a une prise en charge, au moins au début, qui est gratuite. Ne pas hésiter à reconsulter son avocat s'il y a un changement dans la situation, s'il y a d'autres leviers qui peuvent être ensuite mis en place. Enfin, voilà. Tout faire pour éviter, en tout cas, d'être isolé et de rester seul. Donc, ce n'est pas une condamnation, mais ça y ressemble un peu quand même. On t'enlève à un moment donné, que tu sois un homme ou une femme, tes enfants, la chair de ta chair. Il faut passer psychologiquement sur ça. Tu as déjà vécu le divorce, le fait d'être sorti de ta maison, éventuellement une tromperie, etc. T'en ressors en plus, tu peux perdre plus ou moins tes gamins. Il y a des soutiens psychologiques, tu l'as dit. La condamnation, elle est dure parce qu'elle peut durer, s'il y a un appel, mais 2-3 ans, tu as 2-3 ans à louper peut-être les meilleures parties de l'enfance de tes enfants. Au-delà de ça, c'est quoi la résilience là-dedans? Comment est-ce que tu dis tu dois avoir des clientes ou des clients qui sont écrasés au sol? Tu me dis que tu y penses toi aussi des fois le soir. J'ai vu des cas abominables, des décisions qui étaient d'une dureté que enfin, j'en reparle, ça me rend même un peu ému. C'est des choses qui sont tellement dures. Comment les gens vivent avec ça, au-delà de ça? C'est très difficile. On touche à ce qu'il y a de plus précieux. T'as envie Là, de tes enfants, quoi. Tu vois. Ouais, c'est très difficile. De toute façon, Un faux témoignage, on parlera des pervers narcissiques après. oui, Des gens qui sont très organisés. Un faux témoignage ou des témoignages de complaisance de la part de la famille. Transformer une photo parce que l'enfant tombe par terre, tiens, leur mère les bat, donc j'ai la preuve, etc. Mettre le doute suffisant pour que le juge en face. On parle d'être jugé en quelques minutes. On passe en quoi? En 10 minutes, 15, 20 minutes? alors on met quand même du temps déjà à préparer le dossier à l'écrit, à rédiger un argumentaire, etc. Donc ce qu'on appelle des conclusions. Mais ensuite, effectivement, la partie plaidoirie, le moment où on va présenter le dossier au magistrat, ça va pas durer très longtemps. Maintenant, il y a quand même le dépôt aussi d'un dossier physique, il y a quand même tout un tas de preuves qui sont laissées dans le dossier, etc. Ce qui est très difficile, souvent, c'est de se rendre compte, quand on dit je suis pas sortie indemne de mon divorce, c'est que souvent, on arrive dans un cas de figure où la personne que l'on a en face de soi dans le divorce n'est absolument pas la même que celle qui a partagé. Et souvent, moi, j'entends cette phrase de clients ou de clientes qui me disent mais je ne le reconnais plus. Et en fait, c'est plus la même personne. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a des intérêts d'un coup financier en jeu, parce qu'il y a des intérêts émotionnels en jeu, parce que parfois, il y a eu la rencontre aussi de quelqu'un d'autre. Et alors là, tout à coup, c'est tout beau, tout rose avec la nouvelle personne. Donc, l'ancienne famille, elle est complètement mise de côté. C'est plus la personne que vous avez connue, en fait, pendant des années. Et c'est ça qui est souvent difficile à accepter et à entendre. L'injustice, c'est ce qui déclenche des guerres sur Terre. La justice, on peut penser à la bande de Gaza ou autres. Deux pays pensent que c'est leur truc, ils vont s'entretuer pendant des centaines d'années, des dizaines d'années. L'injustice, c'est probablement la chose qui rend l'humain le plus dingue, le plus fou de rage. Et tu arrives dans un palais de justice où parfois tu as des injustices. Et l'une des injustices, je pense, fondamentalement la plus dure, c'est celle que tu viens d'évoquer, c'est que tu as vécu une histoire avec quelqu'un et ça a duré pendant 10 ans ou 20 ans, et tout d'un coup, tu te dis, ce serait si simple qu'on s'arrange de trouver un peu de gentillesse pour les enfants. Mais tout d'un coup, il y a un magot à récupérer, il y a aussi quelque chose dont on parle peu, c'est une forme de satisfaction sociale. J'ai quitté Evelyne, et même la justice, regardez ce que dit la justice. La justice dit que Evelyne a un problème, etc. Comme une espèce de tampon si la justice le dit, c'est que j'ai bien eu raison. Et l'autre en face se retrouve écrasé face à
perdre éventuellement son argent, ses enfants, socialement, va justifier que la juge s'est trompée, qui va te croire, quoi, tu vois. C'est dur. Et qu'est-ce qui explique que ces gens, tout d'un coup, vont se comporter différemment, pourraient trouver des arrangements intelligents et simples, sauf que l'intelligence et la simplicité, tu la vois pas là-dedans. Tout pourrait se passer simplement pour les enfants, et tu as l'impression qu'un système entier, un rouleau compresseur, te passe dessus. Tu as même parfois l'impression, après je te laisse parler, mais tu as même parfois l'impression que le système se nourrit de ça. Je dis ça, j'ai rien contre la profession d'avocat, mais que les avocats vivent de ça, que les juges, les greffiers et compagnie vivent aussi de ça, et qu'ils ont quasiment intérêt à engrainer le problème pour faire fonctionner une machine. S'il n'y avait pas de problème, il serait peut-être pas là, tu vois. Et t'as peut-être vu... Attends, je parle pas de toi là-dedans. Je parle pas de toi. Mais t'as peut-être vu ces cas de figure que je vois régulièrement. C'est un cas de figure où, avant que les avocats arrivent, ça se passait plutôt bien. Et tout d'un coup, ta femme va voir une avocate. Et son avocat, tu dis, mais il se fout de votre gueule, il vous doit 10 fois plus. Vous avez le droit à tout, à la maison, à la garde des enfants, au machin, etc. Parce que certains avocats aussi crèvent de faim. Il faut s'arrêter du marché. Hein. Je crois qu'il y a 25% ou 30% d'avocats qui marchent bien. L'autre partie a du mal. Et donc, tu as des avocats qui sont prêts un peu à tout là-dedans. J'ai hâte que tu me corriges. Il y a des avocats qui sont prêts à tout là-dedans pour te dire, oui, venez avec moi, il vous doit beaucoup plus. Et du coup, la solution devient le problème. L'avocat devient le problème ou attise le feu en mettant de l'huile sur le feu alors que ça devrait l'apaiser. Et je sais que tu vas me contredire, mais je te promets que je l'ai vu. Alors, je fais un effort de mémoire quand même parce que là, il y a plusieurs points à reprendre. Vas-y. Alors déjà, c'est dans l'intérêt de personne que ça dure trop. Les magistrats, les greffiers, eux, quand même, ce qu'ils ont envie, c'est quand même de déstocker à un moment donné leur pile de dossiers. Bien sûr. Donc, que ça dure en soi, bon. Au plus c'est compliqué, au plus il y a de travail. Hein. Des avocats qui, effectivement, ne gagnent pas tant bien leur vie que ça, il y en a. Alors maintenant, te donner des chiffres concrets, je risquerais de dire des bêtises, donc je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là, mais moi, je connais très bien des confrères qui n'ont pas un niveau de vie exceptionnellement haut, mais qui sont brillants et qui travaillent énormément et qui, en fait, ne facturent pas ou ne se font pas suffisamment payer. Et ça, il y a une réalité. Alors, ça, il y a une réalité parce que là, on est quand même en train de parler de droit de la famille, donc avec quand même aussi beaucoup de confrères qui sont, la plupart même d'ailleurs, très humains. Et je ne compte plus les fois où on se dit, bon, bah voilà, bah, ce dossier, je l'ai pris, bah, voilà, ça a représenté je ne sais pas combien d'heures de travail, mais elle ou il n'a pas trop les moyens de payer, et pourtant il n'est pas forcément éligible au mécanisme de l'aide juridictionnelle parce que au niveau de son dossier machin ça passe pas, mais bon bah j'ai moins facturé, j'ai moins ci, j'ai moins ça, donc il y a tous les cas de figure qui existent en tout cas dans notre profession, mais quand tu travailles avec l'humain, tu comptes plus vraiment tes heures de travail, et ça c'est une réalité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... comme dans chaque profession, on parlait tout à l'heure du garagiste, on a un peu parlé des juges qui parfois... oui, voilà, c'est ça. Mais comme dans les coachs aussi, au passage. Hein. Mais aussi comme dans les avocats, et bien évidemment, comme dans toute profession sur Terre. Mais il y a aussi, et je ta te femme rejoins, part et avec l'avocate un peu haineuse qui va la monter contre toi. Il y en a, voilà, je peux pas dire qu'il y en a pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'ai un dossier en cours, donc j'en parlerai pas plus que ça parce qu'il est en cours, mais où effectivement, on aurait très bien pu aller vers un arrangement à l'amiable et on n'y arrive pas. Parce que le ou l'avocate que j'ai en face n'est pas diligent. Et j'entends bien par les échos que je peux avoir par ailleurs que manifestement... elle est connue pour ça. Voilà, et puis c'est de ce côté-là que ça bloque. Donc bien sûr qu'il y en a, mais c'est quand même pas l'immense majorité. Mais c'est comme dans toutes les professions. Dans toute profession. Voilà, ça peut arriver. C'est quand même pas l'immense majorité. Vraiment pas. Et on va doucement arriver sur la partie pervers narcissique. Je pense que parfois, une minorité peut devenir une majorité de cas. Va voir l'avocate maître, je sais pas quoi, maître truc, là-bas. Elle a gagné pour toutes mes copines. Il s'avère que maître truc est tout aussi perverse narcissique parce qu'elle utilise des arguments un peu dégueulasses. Alors, bien évidemment, elle gagne très souvent. Les dossiers sont crasseux. Et du coup, une minorité peut aussi gagner beaucoup de choses là-dedans et faire du mal à beaucoup de familles.
Alors, ça peut arriver. Maintenant, il y a des manières. Effectivement, moi, parfois, je me vois arriver des argumentaires. Les argumentaires, c'est l'avocat qui le rédige. Hein, Mmh. donc, à un moment donné, il y a une manière aussi d'écrire certaines choses où je me dis, bon, soit on est face à quelqu'un qui fait pas beaucoup de droit de la famille, soit on est face à quelqu'un qui, effectivement, est peut-être moins humain qu'il n'y paraît. Il y a des manières de rédiger les choses parce que les argumentaires, on les donne ensuite à nos clients Mmh. hein, pour avoir leurs avis, pour ensuite répondre. Donc, moi, je sais que je fais toujours attention à comment je rédige. Alors, ça veut pas dire que je suis pas là pour faire plaisir non plus. Mmh. À un moment donné, je suis là pour défendre un client ou une cliente et je le défends. Mais par contre, je fais quand même attention à la manière dont je vais rédiger, dont je vais dire certaines choses. Parfois, malgré tout, ça plaît pas. C'est comme ça. Hein, on est Tu t'es avocat, jamais dit, en recevant le dossier adverse, tu t'es jamais dit, ça, c'est vraiment dégueulasse. bien sûr. Quoi? Mais bien Mais sûr. est-ce que c'est peu souvent ou est-ce que c'est souvent, moyennement Non, souvent, bah, de temps ça en arrive temps? fréquemment, mais de la même manière que Fréquemment. tu vas peut-être interviewer un autre avocat qui va te dire oh, putain, bah oui, Maître Pérez, je me suis vu arriver des trucs. Mais Mmh. en revanche, c'est toujours dans la limite de la bienséance, de la dignité des gens, du respect des Est-ce qu'un autres. juge est conscient de ça, d'un dossier dégueulasse, ou est-ce que pour lui, Oui, mais tu ça arrive sais, en 10 minutes, ça repart en 10 minutes et il mais n'y a pas non, de mais les différence? JAF, ils font ça toute la journée. Mmh. Donc, si tu veux, voire même, faut faire attention parce qu'il y a certaines choses qui peuvent les agacer. Parfois, quand on commence à rentrer dans des débats qui peuvent être des débats, parce qu'au milieu des cas graves, des cas lourds, il y a aussi beaucoup de futilité parfois. Mmh. Voilà, quand on vient à se disputer pendant 5 minutes sur un meuble ou sur un truc, alors que juste avant, on parlait de la garde des enfants, etc. Bon, tu sais, les juges, ils font ça toute la Bien journée. sûr. Hein, donc, ça peut un peu les agacer. Faire attention aussi à ça. J'aimerais qu'on parle des pervers narcissiques. Ce sont des gens. C'est une question qui me revient, je dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines ou tous les 15 jours. On me dit, Antoine, est-ce que tu connais un avocat spécialisé en pervers narcissiques? Déjà, c'est un terme qui est tellement galvaudé aujourd'hui. Il y a deux façons de penser, il y a deux idées. La première, c'est oui, il existe des avocats qui sont très bons pour ça, qui se montrent même sur les réseaux sociaux avec des chaînes avocats dédiés aux pervers narcissiques. D'un autre côté, tu vas entendre des avocats qui vont te dire, pervers narcissique ou pas, c'est traité de la même manière. Il n'y a pas une spécificité. Notamment, on ne peut même pas utiliser le mot pervers narcissique face à un juge. Est-ce qu'on peut être, en tant qu'avocat, spécialisé là-dedans? Est-ce qu'on peut être plus au fait ou pas forcément? Alors, déjà, le mot spécialisation chez les avocats, c'est un terme qui renvoie à un diplôme particulier. Et on est spécialisé dans une matière. Par exemple, spécialisation droit de la famille, spécialisation droit du travail, etc. Donc, faut faire quand même attention. Quand on utilise le mot avocat spécialisé, c'est qu'on a passé un... Alors, c'est pas vraiment un diplôme, en fait. Hein, c'est une spécialisation devant un jury qui nous l'a donné, etc. Aucun avocat JAF peut dire « je suis spécialisé pervers narcissique ». Déjà, ça n'existe pas. Non, mais il va pouvoir dire « je suis spécialisé en droit de la famille ». Bien sûr. Voilà, ça, c'est pas un problème. Par contre, la spécialisation pervers narcissique, effectivement, elle n'existe pas. En revanche, il y a ensuite ce qu'on appelle des domaines de compétences, c'est-à-dire j'ai plus de dossiers dans ce domaine-là, ou alors travaillant avec telle association ou tel groupement, du coup, je vais avoir un flux sur cette thématique-là. Et dans ce cas-là, je peux mettre en avant que... mais ça, ça repose sur par rien, exemple, je veux dire. Et puis, en plus, c'est même pas vérifiable, mais ça repose sur rien. En tout cas, la seule technicité qui existe chez nous, c'est la spécialisation qui se passe avec un examen. Le reste, c'est déclaratif. Bien sûr. Voilà. Donc, typiquement, quand on était en couple avec une personne qui était toxique, manipulatrice, perverse, on va plutôt s'orienter vers un avocat qui, par exemple, sur son site, mettrait une affinité avec les violences psychologiques, violences même physiques éventuellement de couple, etc. Ça peut être un indice dans la recherche ou pas du tout? Pourquoi pas, mais j'en reviens à ce que je te disais au début, c'est-à-dire que pour moi, alors évidemment que tu vas pas aller voir un avocat fiscaliste si tu veux divorcer, hein, on s'entend. Mais ensuite, moi je pense que au-delà de je fais beaucoup de ci ou je fais beaucoup de ça, c'est est-ce que je me sens bien avec cette personne ou pas, en fait. À partir du moment où on fait du droit de la famille, à partir du moment où on fait du divorce, on sait gérer un dossier dans lequel il y a de la souffrance, il y a de l'humain, il y a des pervers narcissiques, il y a de la violence, on sait le gérer, en fait. J'aimerais être vraiment sûr de ce point-là et je me permets d'insister sur la question un peu plus en détail.
J'ai certains clients qui vont sur donc ils vont sur Google Maps, je te donne la technique, hein, tu vas sur Google Maps, tu tapes avocat, droit de la famille près de chez toi, tu trouves des trucs, et tu vas regarder chacun des sites. Et c'est vrai que les avocats ont tendance à mettre du coup, pas leur spécialisation, mais leurs affinités avec Leur certains domaine de sujets. compétence. Je traite plus de dossiers qui traitent, par exemple, de violences psychologiques. Et le fait que ce soit marqué dessus, même sans être une spécialisation au terme académique, au sens académique, c'est déjà le signal que sur 10 dossiers que tu reçois par semaine, tu en as peut-être déjà 7-8 qui sont spécialisés un peu plus, enfin pas spécialisés, mais qui sont plus dans ce domaine-là. Et est-ce que ça peut être un bon signe, un bon signal pour quelqu'un qui est perdu aujourd'hui, qui sort d'un divorce, sa vie part en éclat, qu'elle aille voir un peu les sites web, voir quelle est l'affinité de cet avocat avec quel type de sujet au sein du JAF, ou toi, tu es partisan de non, tant que c'est JAF, c'est bon. Moi, je suis partisane de la relation humaine, Relation humaine. en Ok. fait. Alors, oui, c'est sûr que ça peut donner... Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, dans ces dossiers-là, il n'y a pas de technicité juridique, si ce n'est la prise en charge de l'humain. D'accord? Donc, à partir du moment où tu es face à quelqu'un qui connaît son sujet, dans la famille, on est d'accord, hein, donc qui connaît son sujet, qui sait comment le traiter, qui va bien t'accueillir, ça suffit. Alors après, si ça te rassure de poser la question et de dire, voilà, maître, j'ai vu que vous faisiez du droit de la famille, il n'y a pas de précision. Moi, tu vas sur mon site internet, il va y avoir, alors en plus, c'est un site internet qui a plus de 10 ans, il y a quelques mentions, mais il est là parce que faut bien qu'il soit là. Et il y a marqué que je fais du droit de la famille, du droit pénal et du droit du travail. Et c'est pas spécialement développé, c'est-à-dire qu'il y a marqué garde d'enfants, divorce, pension alimentaire. C'est tout. Pour autant, des dossiers dans lesquels il y a ce cas de figure du pervers narcissique, j'en ai je ne sais combien. Mais je vais pas le noter parce que déjà, il faudrait que je le fasse, mais je suis pas bonne en numérique. Tu pourrais le faire, hein, je Mais t'en parlerai, je te ferai un site. Quelqu'un qui vient me voir, je retiens, mais quelqu'un qui vient me voir ou qui m'appelle et qui me dit, voilà, mais est-ce que vous traitez ce genre de dossier? Ben, je vais lui répondre, très simplement. Donc, on peut aussi poser la question. Tu sais, avant de laisser un dossier... Poser la question. On peut poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'ils disent toujours oui? Comme le garagiste, ma voiture qui grince derrière, vous savez faire? Oui, madame, on sait faire. Tu vérifies derrière, le mec savait rien faire. Ouais, mais tu le vois aussi dans la manière de te répondre. répondre, dans la manière déjà de te prendre en charge. Est-ce que tu l'as eu au téléphone ou est-ce que tu l'as jamais eu? Combien de temps l'échange a duré? Est-ce que tu as pu le rencontrer ou pas? Enfin, il y a quand même des indices qui font que... Ok. Moi, j'ai beaucoup de dossiers comme ça où on m'a dit je me suis sentie bien, voilà, donc j'ai voulu vous garder. Très bien, ça me va. Lorsqu'un client vient te voir, est-ce que tu repères directement ceux qui ont été victimes d'abus psychologiques? Oui. C'est quoi les signaux? Assez facilement. Déjà, la manière de parler, la manière de présenter les choses. Il y a encore beaucoup de gens, quand ils présentent les choses, qui vont avoir cette tendance à dire mais c'était aussi un peu ma faute, mais c'était aussi un peu... Alors que pas du tout. Et ça déjà, c'est un gros indicateur. Il y a cette espèce de culpabilité, parce que c'est ça, hein. De toute façon, le pervers narcissique, il fait en sorte de te façonner pour que tu sois dans une culpabilité permanente, et pour que tout vienne de toi, et puis de toute façon, c'est toi qui es idiote. Hein. Voilà, clairement, c'est ça l'idée. Donc, quand on récupère les clientes à ce stade-là, souvent, elles sont encore très imprégnées de ce discours. Et c'est même émouvant à entendre, parce que nous, on voit le revers de la situation. Et on va essayer d'expliquer, mais non, alors déjà, on se déculpabilise, vous y êtes pour rien, vous avez été manipulé, c'est pas votre faute, c'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu peut-être une faille et qu'il y a quelqu'un qui s'en s'est servi, qui s'est engouffré dedans, etc. Donc ça, on essaye de le faire comprendre, c'est évident, mais au discours quand même, on entend quelqu'un qui a été affaibli, qui a été victime de violences psychologiques. On sait très vite. Assez vite. Et parfois, il le verbalise aussi. Bon, ça, ce sont des gens qui sont quand même plutôt réputés pour être prévoyants. Ils ont déjà un dossier où ils ont stocké les échanges qui les arrangeaient bien, où tu as un peu explosé. Ils se sont déjà mis dans des gens de ta famille dans la poche, tes amis. Ils se sont arrangés pour avoir toutes les photos, les preuves. Ils ont souvent déjà des comptes un peu cachés, des sociétés cachées, etc. Est-ce que ce sont des gens, des pervers narcissiques, qui sont plus méthodiques, qui font que même lors du divorce, tu dis je pars, je m'en sors enfin. En fait, ils arrivent avec un dossier très fourni contre toi. Bah oui, tu sais, souvent les clientes, elles arrivent et elles te disent en fait, moi, j'ai rien, mais j'ai tout donné, je m'attendais pas, je pensais pas. On me dit est-ce que vous avez gardé peut-être ça, est-ce que ça vous avez des traces? Mais non, parce que moi, j'étais loin de toutes ces considérations. Et en face, effectivement, le type, il a tous les dossiers classés de A à Z, mais parce que la relation en elle-même n'a pas été vécue de la même manière.
Oui. Dans l'intensité émotionnelle, la relation avec un pervers narcissique n'est pas vécue de la même manière. Donc lui, il a le temps de prévoir ce qu'il est en train de faire, alors que l'autre n'a pas ce temps-là, dans la mesure où elle vit, elle est dans l'amour, dans l'émotionnel, dans le partage, elle donne tout. Et donc nécessairement, elle n'est pas en train de se dire je vais garder ça, on ne sait jamais, j'en aurai besoin. Puisqu'on est loin de l'idée de se dire qu'on va en avoir besoin. En fait, c'est la découverte subite du visage de l'autre. Et puis souvent, on est quand même face aussi à des gens qui te donnent le sentiment de toute façon d'être tellement génial qu'on ne te quittera jamais. Et la rupture, elle est souvent brutale et inattendue. Donc, comment est-ce qu'on lutte face à des gens qui sont organisés à ce point-là, qui ont déjà des années de dossier contre toi? On fait ce qu'on peut. On essaye d'aiguiller au mieux. On essaye de donner des idées d'éléments à aller fouiller dans ses propres boîtes mail ou dans ses propres messages qui pourraient nous donner des petites pistes. Voilà, est-ce que vous n'avez pas eu une discussion un jour avec une copine, des échanges de messages où vous avez parlé de telle ou telle situation? On pourrait s'en servir, etc., etc. C'est un combat gigantesque. Il faut déjà se remettre psychologiquement de l'abus psychologique. Il faut recréer ce dossier, il faut se battre. Il faut aller voir éventuellement les amis pour les mettre un peu dans son côté plutôt que dans le côté de l'autre, pour trouver des témoignages. J'ai l'impression qu'il y a deux types de gens toxiques en audience. Il y a ceux qui ont tellement confiance en eux, qui ont tellement déjà réussi le matraquage psychologique pendant le couple, qui se pensent intouchables. Ça fait 10 personnes qui bousillent dans leur couple. Ils arrivent devant la justice, ils se disent « la juge peut me le mettre dans la poche ». Et qui, par excès de confiance, vont se faire bousiller le jour de l'audience. Et tu as aussi ceux qui sont un peu plus fins, j'ai l'impression, qui sont un peu plus sournois et qui arrivent à gagner. Est-ce que tu vois des comportements de gens toxiques en face de toi en audience Oui, et notamment... dans leur réussite et dans leurs échecs? Alors, pas forcément avec les magistrats, mais on le voit quand on attend, par exemple, dans les salles d'attente ou les choses comme ça, avant les dossiers, dans les regards ou dans la manière de faire vis-à-vis de l'autre personne. D'un coup, parler fort d'une situation pour que l'autre personne entende, des regards insistants, on va se rapprocher sous prétexte que la chaise, elle est dispo. Moi, généralement, quand on attend comme ça et quand on est dans ce type de dossier, de toute façon, je reste toujours assise à côté. Alors, je dis de ma cliente, mais ça peut être de mon client, mais bon, généralement, quand même, statistiquement, c'est souvent des clientes. Mais j'ai un positionnement particulier dans les attentes dans ce type de dossier. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres dossiers classiques où les clients vont attendre, puis moi je vais peut-être parler avec d'autres confrères, d'autres filles, être peut-être moins attentif. Dans ces dossiers-là, je reste toujours à côté de mes clients. Est-ce qu'ils gagnent ou est-ce qu'ils perdent? Alors après, tout dépend du dossier, tout dépend ce qu'on a. Un dossier se gagne ou se perd en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas toujours le reflet de la réalité du couple. C'est bien le problème, c'est ce qu'on appelle le rapport à la preuve. Est-ce que toi, tu dois aussi... J'imagine qu'il y a une grande partie psychologique là-dedans aussi. T'es quasiment la psy de temps en temps de certaines Alors sur ça, justement, il faut faire attention et mettre les limites. Alors moi, j'essaye de l'expliquer sans froisser personne, mais je ne suis pas formée à la psychologie non plus. C'est-à-dire que je ne suis pas psychologue. Je suis formée au fait de prendre en charge un dossier comme celui-ci. Mais par contre, je ne remplacerai jamais un psychologue, je ne remplacerai jamais une assistante sociale, je ne remplacerai jamais une amie. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'effectivement, on a beau avoir un lien qu'on construit avec son client, on est quand même dans un lien professionnel. Et il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame parce que moi, je ne serai jamais en mesure d'apporter ce qu'un travail psychologique va faire avec un psychologue ou un psychiatre. Tu as dû voir de nombreux cas de figure où les enfants sont instrumentalisés contre le père ou contre la mère. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, c'est... Et quel est le domaine de la paranoïa ou de l'invention et de la réalité? Alors, quand on te dit mes enfants sont instrumentalisés, est-ce que tu regardes en faisant un genre de dans ta tête un mental, tu sais, un truc mental genre on va vérifier, ou est-ce que c'est toujours le cas à chaque fois qu'on te le dit? Non, jamais. Alors moi en tout cas, je prends toujours ce sujet très 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 au sérieux. Comme je te dis, je suis avocat de l'enfant aussi, donc j'ai vraiment une appétence particulière au travail avec les enfants, avec les mineurs. Mais moi, j'écoute toujours ce qu'on me dit, je note, et ensuite, j'essaye de creuser pour voir. Mais enfin, c'est jamais quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir en fonction de l'âge de l'enfant. Si c'est un enfant qui est doté de capacité du discernement, c'est-à-dire qu'il y a au moins entre 8 et 10 ans en moyenne. Après, des enfants, c'est 8, d'autres enfants, c'est 10, 11. Bon. On peut toujours demander à ce qu'ils soient entendus par le JAF. Alors, c'est pas le JAF directement, en tout cas, avec son enfant, c'est pas le JAF directement là, qui les reçoit, mais enfin,
être entendus de manière à pouvoir s'exprimer sur le divorce de leurs parents, sur peut-être leur préférence de vivre chez l'un ou avec chez l'autre. Et ça peut être intéressant. Et l'enfant peut être accompagné par un avocat de l'enfant, qui est ni l'avocat de la mère, ni l'avocat du père. Ça ne veut pas dire que le JAF ira nécessairement dans le sens de l'enfant. C'est pas parce que l'enfant dit je veux vivre avec papa que nécessairement il va vivre avec papa ou avec maman. Mais en revanche, ça peut donner aussi une indication. Maintenant, s'il est instrumentalisé, l'enfant, quel que soit son âge, j'ai envie de te dire, il y a des fortes chances que ce qu'ils disent au juge ne soit pas forcément... ça dépend. Parce que du coup, parfois, quand on est justement avec les enfants en tant qu'avocat de l'enfant, la parole, elle peut circuler un peu plus librement. Il peut y avoir des choses dans ce qu'ils vont dire ou dans la manière de le dire où on va pouvoir aussi déceler peut-être ce genre d'indices. Et ce sera pareil du côté justice. Alors après, je dis pas que c'est infaillible et que à chaque fois on va voir que l'enfant est instrumentalisé, mais enfin on a peu de marge de manœuvre et on a peu de solutions. Ça fait partie des peu de solutions qu'on ait. Oui. Donc on peut s'en saisir, mais effectivement c'est très difficile de lutter contre ça. En revanche, on peut déjà voir autour de soi, par exemple si l'enfant est suivi par un psychologue ou par un médecin ou autre, qui a un mal-être qui vit de ce conflit de loyauté qu'il peut ressentir dans le fait d'être un peu bagarré entre papa et maman ou d'être un peu utilisé par l'un ou par l'autre. Parfois, ça peut ressortir quand même dans les comptes rendus que vont faire tel psychologue, tel médecin, de pouvoir dire il y a un malaise en tout cas qui est dans une situation, donc il y a un secret médical évidemment, donc le professionnel ne va pas rentrer dans le détail de tout. Mais parfois, en fonction des situations, il y a quand même des comportements de l'enfant qui peuvent se voir. Mais là où je te rejoins, c'est que c'est quand même pas l'immense majorité. C'est difficile à prouver et ça peut nous faire perdre de nombreuses années qui sont quand même des années capitales pour Je un trouve enfant. ce sujet tellement complexe. Est-ce que ton enfant ne te voit pas parce qu'il a été instrumentalisé ? Est-ce que c'est une crise d'adolescence ? Est-ce que c'est juste que t'as pas été bon et forcément on se voit pas être mauvais, hein. Enfin, on se trouve toujours bon dans ce qu'on fait, sauf que l'enfant t'as pas vu comme ça. Papa m'a éduqué comme ça, j'éduque mes enfants de la même manière et tu t'en rends même pas compte, quoi. Et chaque cas de figure serait tout aussi discutable qu'à la fin, savoir si l'enfant a été instrumentalisé ou pas deviendrait quasiment impossible en réalité. Et puis, à mon sens, et je pense un tout petit peu différemment de toi, je pense que le travail de SAP, il se fait dans le temps. Tu as ton enfant à la maison, tu peux saper le rôle de l'autre pendant des années. Je te donne un exemple. Le père, ou je prends le père, ou la mère, hein. Le père arrive en retard, la mère dira ouais, tu sais, papa, il est comme ça, hein, il a peut-être d'autres priorités. Est-ce que c'est une sape ? Est-ce que c'est un travail de sape ou est-ce que c'est normal de dire ça ? Papa est en retard, oui, tu sais qu'il est avec sa nouvelle copine, sa jeune secrétaire, pas comme maman. Maman, elle est belle, hein. Je pourrais prendre des exemples dans l'autre sexe aussi. Saper le rapport, enfin, saper le rôle parental de l'autre est tellement, j'ai envie de dire, c'est quasiment manipulateur ce que je veux dire, ou tellement pervers, mais c'est tellement simple. Bien sûr. C'est tellement simple de bousiller le rapport à la mère ou au père parce que tu as des années pour le faire. Parce que même tu peux ne rien dire, tu peux avoir appelé ta propre mère et que du coup la grand-mère à la maison vienne dire du mal de ton mari. Toi, tu n'auras juste rien dit là-dedans. Bien sûr, mais que ce soit en direct, finement, par rebond, par des amis, par des... Oui, papa t'a pas appelé, mais tu sais, il est parti en... Ou maman t'a pas appelé, elle est partie en vacances avec son nouveau mec, hein, le mec musclé de la... Tu sais, celui que t'aimes pas trop, là. Je pense qu'elle est avec lui plutôt que d'être avec toi. Peut-être qu'elle lui a offert des cadeaux à lui et pas à toi. Répète ça, mais même pas 1000 fois. Répète-le 10 fois, 20 fois, 30 fois sur des années. L'enfant finira par détester son père. Mais la crise d'adolescence sera la petite pincée, le petit sel magique pour faire exploser le tout. Mais sur ça, on est d'accord. Mais j'irai même plus loin, c'est qu'en fait, le parent est une figure d'autorité pour l'enfant. C'est-à-dire que ce que va dire le parent, a priori, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais l'enfant va le croire. Surtout un enfant petit. Donc à partir du moment où tu insinues des choses, à partir du moment où tu verbalises des choses, l'enfant va l'absorber. Et c'est ça, effectivement, qui est très difficile. Et en même temps, c'est pas naturel pour lui. C'est-à-dire que c'est ça qui crée le conflit de loyauté. Ouais. C'est que c'est pas normal pour un enfant d'entendre... en tout cas, c'est pas évident pour un enfant d'entendre des choses difficiles sur sa maman ou difficiles sur son papa.
parce que son papa, c'est son héros, c'est son modèle, sa maman, c'est son héroïne, c'est son modèle. Donc nécessairement, commencer à grignoter comme ça le cerveau de l'enfant pour pouvoir rentrer des petites idées qui vont finir de toute façon par germer parce qu'il n'a pas les moyens techniques de pouvoir se protéger seul. Donc évidemment que ça fait des dégâts, évidemment que ça peut se faire rapidement. Hein. Tu sais, parfois, il ne faut pas des années et des années pour instrumentaliser un enfant, on est bien d'accord. Maintenant, que faire pour pallier à ça Je pense qu'il y a une bonne dose d'acceptation c'est très difficile. de zénitude c'est très, à très avoir. difficile. Il y a une phrase qui m'en fout, c'est la phrase du... J'hésite en disant ça parce que ça va donner des idées à des gens malsains en même temps. C'est la phrase que je vois souvent, que ça s'appelle la phrase du quand même. T'as été chez maman, tu t'es un peu ennuyé, mon fils. Hein, ça a été quand même. Tu sais, rien que ça. Il t'a juste confié qu'il était resté parce qu'il pleuvait à la maison. T'es en train de suggérer qu'il s'ennuie, non pas localement, mais globalement, chez sa mère. Et en disant, est-ce que ça a été quand même, t'es en train de penser à sa place et de montrer que ça ne va pas chez sa mère. Et répète ces phrases une dizaine de fois, le gamin finit par te dire, ouais, je m'ennuie chez maman. Et quand tu lui demandes de qui vient l'idée, il va dire, l'idée vient de moi. Parce que Bien sûr. La personne toxique aura pris un embryon d'idée qu'elle aura fait germer par elle, par d'autres, par la grand-mère, par des quand même, par des... tu sais, même des fois juste avec une expression de visage. Tu sais, maman, elle t'aime, hein, malgré tout. Hein. Maman, elle t'aime quand même. Rien que ça, t'es en train d'orienter complètement un enfant qui est une éponge à émotions, qui a besoin de toi, t'as dit, la figure d'autorité, qui est l'éponge de ça. Et je pense malheureusement que la nature humaine est ainsi faite que soit t'as un gamin qui est extrêmement costaud, ce qui est rare. Hein. Les enfants sont juste des enfants à la base. Hein. Et il arrivera à faire fi de ça. Ou alors ton enfant sera un enfant classique, normal, qui peut prendre n'importe quelle onde négative et te la transformer et en venir à haïr l'un des deux parents. Il y a, dans les cas où on n'est pas sur des dossiers trop compliqués, avec beaucoup de violence, de choses comme ça, etc., envisager une médiation familiale, ça peut être intéressant dans ces cas de figure-là. Est-ce que tu peux nous détailler ce que c'est ? C'est-à-dire, on va... Alors, certains avocats sont formés pour ça, ou sinon des médiateurs, mais ça va être... L'idée, c'est de se réunir. Alors déjà, peut-être d'abord réunir les parents, puis réunir les parents avec les enfants. Tout dépend comment on construit les choses, mais de manière à discuter de certains sujets, de mettre des choses à plat. Bien évidemment, c'est possible à partir du moment où on a quand même deux adultes qui ont la volonté de faire ça bien. Et où on est dans des dossiers quand même pas trop sensibles ou trop compliqués, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver déjà dans la même pièce, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Oui. Mais en tout cas, ça peut parfois permettre de faire un peu un tour de table ou en tout cas d'essayer de comprendre les intérêts en présence, de dire bah voilà, j'entends que souvent tu dis ça à notre enfant ou tu le dis de telle manière, etc. Bah, ça peut avoir tel effet, des choses qui parfois peuvent ne pas être complètement conscientisées. Mais là, je parle vraiment quand on est dans des situations qui sont encore gérables. Quand après on a dégénéré, qu'il y a une telle haine de l'un ou de l'autre des parents, qu'on n'est plus capable de se retrouver dans la même pièce, que l'enfant est devenu vraiment l'outil de toutes les disputes, là, effectivement, non, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu vois souvent passer, je ne pense pas que ça s'appelle une enquête sociale, c'est lorsque le juge va décider d'envoyer une psychologue de la famille sur place dans les deux familles pour voir comment ça se passe pendant quelques jours. Oui, ça peut. Est-ce que tu le vois souvent ? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt rare ? Oui, non, ça peut. Ça peut être tout à fait demandé par le juge. C'est aussi le cas... Lorsque le juge a un doute suffisant sur ce qui se passe réellement. Ou voir un peu aussi comment ça se passe à la maison, quand il y a des familles, par exemple, qui sont recomposées, savoir un petit peu la place de l'enfant avec le nouveau conjoint, avec la nouvelle conjointe, etc. Ça permet un peu d'avoir une idée, un éclairage sur comment c'est à la maison. Le juge, de toute façon, le juge aux affaires familiales, il est censé quand même avoir pour moteur ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Je dis censé parce qu'on trouvera toujours des exemples où malheureusement on va se dire mais là l'enfant n'a pas été mis au centre de la décision. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est prépondérant. On regarde quel est l'intérêt de l'enfant. Voilà. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui. J'ai souvenir de ces reporters, c'est vieux souvenir d'il y a 30 ans, je suis trop vieux pas dans mes histoires. Un reporter animalier qui allait faire des photos des oiseaux rares et des œufs, etc. Et on a découvert qu'en fait, à chaque fois qu'il prenait des photos et qu'il venait déranger la mère oiseau finissait par bouffer ses propres œufs. Tu sais, dans le monde animal, ça se passe comme ça. Quand il y a un danger, la mère préfère mettre fin à la vie des enfants. Et du coup, il a été critiqué pour ça, parce que chaque
chaque prise de photo sur place d'un événement vient modifier l'environnement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un psychologue qui va aller sur place dans les familles aura une vraie image de ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y aura pas plutôt une espèce d'image d'Épinal à un moment donné, on va lui faire croire que tout se passe bien? Bien évidemment. Le psychologue arrive, on va briefer les enfants au maximum, on va faire que tout soit propre dans tous les sens, on va se montrer parfait. Le père violent, bizarrement, sera complètement gentil en offrant des cadeaux ou des PlayStation si ça se passe bien suite à ça. Est-ce qu'un psychologue, à ton sens, apporte un vrai plus là-dedans? Alors, c'est pas tout à fait un psychologue qui va faire ce travail-là, ça va être un enquêteur social, mais enfin bon, peu importe, on a compris l'idée. Oui, c'est évident que quand il y a un tiers au milieu, on n'a jamais le même comportement à 100%, mais enfin, il y a des choses aussi parfois qui peuvent transparaître, ne serait-ce que déjà le cadre dans lequel vit l'enfant. Où est-ce qu'il habite? Est-ce qu'il est loin de son autre parent? Il est près ou loin de sa famille, paternelle, maternelle, loin de l'école? Est-ce qu'il a une chambre? Est-ce qu'il partage sa chambre? Avec qui? Ils ont quel âge? Voilà, ça c'est des choses quand même Factuel, ouais. au-delà de... il n'est pas là non plus pour assister à qui dit quoi, comment. C'est pas Super Nanny qui reste 5 jours à la maison. Voilà, donc... il y a quand même des choses qui ressortent de ces rapports. Maintenant, on pourra jamais être complet. Et la réalité... Tu sais, on dit souvent dans les couples, on ne sait jamais ce qui se passe quand on referme la porte. C'est un peu pareil. Dans la vie familiale, la vie avec les enfants, parfois, il y a des gens... tu as l'impression qu'ils ont une vie parfaitement équilibrée, très calme. Voilà. Et en réalité, ça crée beaucoup à la maison parce que... parce qu'on est débordé, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est humain, parce que tout un tas de raisons. Mais la réalité de la vie de chacun, elle n'est pas toujours ce qu'on peut en dire ou ce qu'elle peut paraître. Et quand on parle de gens toxiques ou de pervers grandioses ou autres, des gens qui sont extrêmement capables de briller dans l'apparence, admettons, la femme vient te voir, elle s'est fait bousiller par ce mari narcissique, qui en plus est très agréable, présente bien, qui est plutôt beau, qui sympathise en quelques minutes. Et est-ce que cette enquête sociale ne va pas aller dans le mauvais sens pour elle? Elle est bousillée, elle a tout subi. Mentalement, elle est cramée par le divorce et par tout ce qu'elle est en train de subir comme pression mentale. Est-ce que ça ira dans le bon sens? Après, tout dépend de ce qu'on vient chercher. On ne vient pas chercher le comportement uniquement du parent, de savoir si le père il est plus comme ci ou plus comme ça. On est là pour voir un contexte, pour voir où l'enfant vit, dans quelle situation, etc. On n'est pas là juste pour apprécier le comportement d'un individu. Et puis, il y a des traits de caractère aussi que les professionnels connaissent très bien et identifient très bien. On n'est pas dupe non plus. Tu sais, derrière une gentillesse ou un regard ou un sourire, on ne peut pas s'arrêter à ça. Ah mon Dieu, cette interview m'a chamboulé dans... Ça va toi? Des fois, j'ai vu, tu avais les yeux un peu humides comme les miens. C'est le pollen, bien évidemment. J'aimerais finir sur une note un peu plus légère. Tu m'as dit enfin légère, on s'entend. Tu m'as dit qu'il y avait des... on parlait des preuves au début de cette interview. Tu m'as dit qu'il y avait eu un cas ou une jurisprudence ou quelque chose qui s'était passé autour d'une montre connectée. Oui, en fait, parce que souvent on nous dit, quand nous on explique qu'obtenir, c'est ce qu'on disait au tout début, qu'obtenir des preuves de manière illicite, par exemple en craquant la boîte mail de son conjoint ou en allant voir ses messages, etc. Et nous on explique que la preuve elle est obtenue de manière illicite, donc non seulement elle va pas être prise en compte par le juge quand on va la donner, mais en plus, comme il y a une atteinte à la vie privée, au secret des correspondances, etc., il peut y avoir une poursuite au pénal. Et souvent, on nous dit, oui, bon, la poursuite au pénal... Et effectivement, elle arrive moins souvent que ce qu'on peut le penser. En tout cas, dans les dossiers de la vie de tous les jours, c'est vrai que ce n'est pas les dossiers qu'on voit le plus. Cependant, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu effectivement un cas dans un tribunal correctionnel où a été jugée une jeune femme qui avait produit en fait un message qu'elle avait vu apparaître sur la montre connectée de son conjoint qui était posée sur la table du salon. Elle l'a produit... Pris en photo. Voilà, elle l'a produit devant le juge aux affaires familiales qui a dit non, preuve illicite. Mais en plus, il y a eu une poursuite derrière. Et donc, effectivement, elle est passée devant le tribunal correctionnel. Elle a eu une condamnation symbolique. Mais enfin... C'est un cas français, ça? Oui, tout à fait. Mon Dieu, donc t'es cocu. Tu prends la photo de quelque chose qui t'arrive juste devant les yeux et tu finis condamné au tribunal pour avoir produit ça. Écoute, très honnêtement... Je sais pas si je vais en rire ou en être inquiété au final. Très honnêtement, alors c'est quand même un cas, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, c'est que c'est assez exceptionnel en réalité, mais moi je me suis dit,
malgré tout, alors je comprends les principes juridiques qui sont mis en balance, et d'ailleurs, je te les ai décrits. Voilà, il n'y a pas de sujet sur ça, mais en opportunité quand même. Cette décision, je la trouve particulièrement sévère. D'autant plus que c'est pas je me lève au milieu de la nuit pendant qu'il dort, C'est ça, ouais. je prends le téléphone, j'avais vu son code que j'avais noté. C'est La ça, démarche quand même n'est pas la même. Oui, oui. C'est je vois un truc apparaître sur la montre qui est posée dans le salon. Tu vois, et là j'avais trouvé que Un peu c'était dur. fort. Ouais, très très fort. Je suis ravi qu'on ait eu cet entretien aujourd'hui. Je suis. Pour moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur là-dedans. J'entends beaucoup au quotidien, comme toi, encore plus toi, j'imagine, de gens qui ont eu des décisions compliquées, de vie de famille brisée, des fois à tort, des fois à raison. Tout le monde n'est pas mauvais dans un domaine, tout le monde n'est pas bon non plus. Il faut être honnête dessus. Et est-ce que tu penses qu'on arrivera un jour vers une forme de simplification de ça? Je pense à des systèmes. J'ai peur de dire une bêtise parce que je ne connais pas très bien le droit suisse ni allemand, mais j'ai des clients allemands et suisses qui m'ont remonté que chez eux, c'était 10 fois plus simple. Ça ressemblait un peu comme une espèce de constat de voiture à la fin. Pas de passage devant le tribunal, tu coches 5 cases et tu as une espèce de décision standard un peu pour tout le monde. Est-ce qu'on va arriver un jour à une simplification de ça, ou est-ce que ce système qui est complexe, qui a une part de hasard, est-ce que ça va se simplifier un jour? Mais est-ce que c'est pas dangereux, finalement, de le Je simplifier suis comme d'accord ça? avec toi. Tu vois? Est-ce que chaque cas est pas unique? Est-ce que chacun mérite pas d'être entendu? Est-ce que chacun mérite pas que son histoire soit racontée et soit défendue? Moi, en tout cas, ma position, c'est celle-ci. Je pense que chaque personne a vécu une situation différente. Aucun dossier de divorce ne se ressemble. Et aboutir à une situation où, sous prétexte qu'on veut gagner du temps, on essaye de tout simplifier, on essaye de faire rentrer la vie des gens dans des cases, on coche, ça donne telle indemnité, ça donne telle garde, ça donne telle... C'est déshumaniser finalement la justice. Et pour moi, c'est aux antipodes de la relation humaine qu'on veut pour les gens qui vivent ces situations. Je pense un peu différemment de toi. Moi, j'aimerais bien un système standard. Je suis d'accord avec toi, hein, ça déshumanise complètement la situation. Si pour chaque accident de voiture, on devait à chaque fois expliquer toute l'histoire devant un juge, etc. Non, mais là, on parle de divorce, on parle pas d'accident de voiture, attention. Bien évidemment. Et qu'on devait retrouver les antécédents de cette personne qui était dépressive il y a 6 ans, de témoignages de gens qui disent que je suis bon conducteur, blablabla, on arriverait dans une forme de complexité ingérable. Pour moi, le système doit urgemment... Après ça, c'est pas mon job, hein. C'est mon avis de novice là-dedans. Je ne suis pas du tout dans la justice. Ce métier devrait se transformer, il devrait y avoir une base commune, de manière évidente. L'argent ne devrait plus être un enjeu gigantesque là-dedans. Il devrait y avoir des standards de 3-4 paliers de pension alimentaire sur ce que ça doit. Par défaut, on devrait avoir la garde une semaine sur 2, par défaut. Et dans certains cas particuliers, on devrait s'y intéresser et voir ce qui se passe. Si déjà on enlevait l'enjeu de l'argent, que c'était standard, et l'enjeu de la garde, je pense qu'on serait moins dans cette guerre à devoir prouver qu'on a eu raison et à devoir démontrer que l'autre est mauvais. Et je pense que ça bénéficierait notamment aux enfants. Ce serait un peu moins humain, ce serait beaucoup plus standard, et ça enlèverait aux gens cette épreuve qui reste dure. Je trouve que c'est d'une violence, le passage devant la justice. Et moi, j'entends ce que tu dis, mais comment tu veux standardiser des situations qui ne le sont pas? Tu parles de pension alimentaire. On a déjà aujourd'hui un critère, on sait qu'à peu près, on va prendre ce que quelqu'un gagne, on va appliquer une règle peut-être autour de une dizaine de pourcents, on va voir les charges, tout ça. Mais rien que ça, c'est déjà plus standard. C'est-à-dire, si on prend quelqu'un, par exemple, qui gagne 2 000 € par mois et qui doit verser une pension alimentaire. Il y a un enfant au milieu. Tu prends le cas de quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, mais qui n'a pas de loyer parce qu'il a un logement qui est déjà payé. Tu prends le cas de quelqu'un qui paye un loyer tous les mois assez important. Et tu prends le cas de quelqu'un qui a beaucoup de charges ou quelqu'un qui n'en a pas. Tu vois déjà 4 cas de figure. Les 4 personnes gagnent exactement la même chose. 4 cas de figure complètement différents. Est-ce que les 4 pensions alimentaires doivent être identiques? Moi, je pense. Qu'elles doivent... Et ouais, mais ça veut dire qu'il y en a un finalement qui va avoir l'aisance de payer, admettons, 200 € par mois. Là où quelqu'un d'autre, 200 € par mois, comme il a beaucoup de charges, qu'il doit sortir un loyer, qu'il a d'autres frais, etc., ça va être un effort financier monumental. C'est pour ça que ça mérite quand même qu'on s'y attache. Moi, je pense qu'il faut plus de juges, qu'il faut plus de greffiers, qu'il faut plus de moyens en fait à la justice. Je comprends. Mais standardiser, alors simplifier les choses
Pourquoi pas, parce que parfois les procédures peuvent paraître compliquées, mais en tout cas, chaque dossier mérite qu'on s'y attarde. Sinon, on aboutit à une justice au rabais, et je pense pas que ce soit la bonne solution. Je comprends tout à fait 100% ton point de vue. Tout à fait ton point de vue. Charlotte, un immense merci pour ton passage ici. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Donc, je mets ton site web qui a 10 ans sous la vidéo, c'est ça? Alors, tu peux Ils mettre peuvent mon te site contacter. web. Est-ce que tu agis localement dans la région? Est-ce que tu rayonnes sur toute la France? Alors, moi, je rayonne sur toute la France, pas de difficulté sur ça. Et je viens de créer un compte Instagram et un compte TikTok qui s'appelle La Minute Avocat. Où en fait je fais des formats très courts, des petites vidéos en général moins d'1 minute sur tout un tas de sujets. Donc il y a du droit de la famille, mais pas que. Il y a aussi du droit du travail, il y a aussi du droit pénal, droit des victimes, etc. Uniquement pour s'informer au quotidien. Voilà, c'est plutôt ludique. Mais sinon, pour un dossier, effectivement, mon site internet très vieux que tu me referas peut-être un jour. C'est pas le plus important. C'est pas ce qu'on attend forcément d'un avocat, d'avoir un très beau site web. Ce qui est intéressant, c'est surtout d'avoir une prestation de conseils qui nous. Après ça, pour te contacter, c'est simple. Il y a le numéro dessus, on t'appelle facilement. Est-ce qu'il faut attendre des semaines pour être contacté? Est-ce que c'est par email, par SMS, par téléphone, par standard? Moi, j'ai un numéro de téléphone professionnel avec une ligne directe parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait de déléguer. Alors un jour, il va falloir que je le fasse parce que parfois, je suis un peu débordée. Mais en général, je donne des rendez-vous assez vite. Je travaille beaucoup. et j'aime avoir les gens directement au téléphone. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Génial. Un immense merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.